Bonjour, nous allons nous intéresser aux nouvelles opportunités de l'ouverture des nouvelles écluses du canal de Panama en Martinique. Actuellement, 90% du commerce mondial de marchandises s'effectue par voie maritime. C'est dire l'importance des espaces maritimes dans une économie mondialisée. Les ports de commerce sont donc aujourd'hui considérés comme des poumons de l'économie qui, tout au long de leur histoire, ont su adapter leur logistique à la croissance des échanges et à celle de la démographie. Au fil des années, des modifications ont été réalisées dans le paysage mondial afin de pouvoir répondre à la demande. Le Panama a ainsi construit le canal du Panama qui a révolutionné le transport maritime. La montée en puissance des pays asiatiques explique en grande partie la demande croissante de passage dans ce canal, le rendant saturé. Selon les estimations de l'ACP, le volume de marchandises traversant le passage augmentera en moyenne de 3% par an jusqu'en 2025. Les autorités estiment qu'il faut saisir cette occasion et répondre aux besoins du marché en augmentant la capacité du canal. Grâce à ce projet, le canal doublera sa capacité de transit actuelle pour atteindre 600 millions de tonnes par an. Le coût total de cette entreprise est estimé à 5,25 milliards de dollars américains. Des flux plus importants de conteneurs viendront irriguer le golfe du Mexique et la mer des Caraïbes à la recherche de plateformes de transbordement. Ainsi, depuis plusieurs années, les ports des Antilles françaises ambitionnent de développer les activités de transbordement et de redistribution des marchandises en pariant sur la croissance des échanges régionaux et sur la saturation des principaux hubs de la Caraïbe. Le port de Fort-de-France est une plateforme polyvalente aux installations performantes. La Martinique doit être prête pour ce défi historique et prendre part à cette nouvelle industrie. Par sa position géographique méridionale, le site de Fort-de-France a vocation à drainer une part importante du trafic de transbordement tourné vers la Caraïbe du Sud et l'Amérique latine. Cela consiste à accueillir des over Panamax et de transférer une partie de leur cargaison sur des navires plus petits qui sont destinés aux ports d'Amérique et ou de la Caraïbe. Pour cela, il faudra dans une première phase une extension de l'actuel terminal de conteneurs. Dans une seconde phase, une augmentation des capacités qui permettront aux nouveaux navires d'accoster. À l'est, il y aura une extension des terre-pleins pour augmenter le nombre des slots réservés aux opérations de transbordement. Le quai sera alors allongé et une nouvelle grue mobile sera installée. Au nord, une extension des terre-pleins pour les navires plus importants et l'achat d'un 4e portique. La Martinique a tout intérêt à saisir l'opportunité de l'ouverture des nouvelles écluses du canal du Panama, car cela représente une chance d'ouverture à l'international dans le contexte de la mondialisation. En effet, le port de Fort-de-France a une position stratégique dans l'arc antillais. Situé au cœur de la région Caraïbe, il est ouvert sur le monde. Donc effectivement, je représente le grand port maritime de la Martinique. On est tous assez jeunes en fait en tant que structure, je veux dire, autour de la table, puisqu'on a été créé au 1er janvier 2013. Oui, je fais attention à mon client. Mais nous avons des devoirs et des obligations, on en parlera. Donc le Grand Port Maritime est créé en janvier 2013. Bon, en clair, c'est la fusion de deux entités, la concession portuaire qui travaillait sur Fort-de-France et les services de la DEAL qui occupaient les fonctions de capitainerie. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est, on va dire, des missions élargies, mais surtout une ambition très forte. L'ambition de mettre des infrastructures portuaires, des métiers portuaires au service de ses clients et au service de l'île. C'est pour ça que l'une des premières choses qu'on a faites a été d'élargir la circonscription, qui était initialement sur Fort-de-France, on l'a élargie à l'ensemble de l'île. C'est bien pour ça. Parce que la première ambition quand même du port, c'est de développer, de sécuriser les échanges pour la Martinique et d'être au service donc, des industriels, des consommateurs. Et c'est ça la première mission. La deuxième, et je pense c'est pour ça qu'on est ici autour de la table, c'est d'ouvrir, de nous ouvrir à la Caraïbe. Alors, on peut dire de nous ouvrir à la Caraïbe, tout ça c'est très politiquement correct, mais c'est surtout de rentrer dans une compétition très forte avec nos voisins caribéens pour pouvoir développer de l'activité. Nous avons la chance à la Martinique d'avoir on a parlé d'un marché captif, en fait, d'avoir une population
de l'ordre de 400 000 habitants qui justifient un certain nombre de navires. C'est le modèle économique du port, et c'est comme ça que beaucoup d'industries se sont développées autour de ce modèle. Ce modèle, notre environnement évolue. Il évolue très vite et de façon extrêmement incisive. Donc toute la question, c'est d'adapter notre modèle économique au travers des infrastructures à cet environnement changeant. Et donc, de façon très factuelle, de rentrer donc sur des marchés qui sont en compétition, qui sont très volatiles et sur lesquels nous sommes jugés à notre compétitivité, notre fiabilité, notre capacité de développement, notre sûreté, notre sécurité. Donc on n'est plus tout seul et on va s'ouvrir, mais on va rentrer dans une compétition. Donc ça va être très très dur. Alors, on a quelques succès, je vais bientôt finir. On a quelques succès. On va y revenir. On va y revenir. Succès et sur les facteurs. Pour l'instant, c'était juste une présentation courte pour que chacun sache en fait qui parle de quoi. Naturellement, Monsieur Parot de la CMA, vice-président de la CMA-CGM, pouvez-vous expliquer rapidement le rôle en fait de la CMA-CGM? Bonjour à tous. Emblématique. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je m'appelle Pascal Parot, je suis vice-président de CMA-CGM Antilles-Guyane, avec une fonction principale qui est la gestion de tous les flux en sortie d'Europe sur Antilles-Guyane, Leeward et dans l'autre sens. Ceci étant dit, parler de CMA-CGM est présent depuis 1857, je dirais, dans nos départements d'outre-mer. Nous sommes un acteur économique qui a un certain poids. Aujourd'hui, nous desservons de façon régulière, depuis plusieurs décennies, les Antilles de façon hebdomadaire, avec une ligne dédiée. C'est-à-dire cette ligne, contrairement à tous les grands axes, ne fait que Dunkerque, Rouen, Le Havre, Montoire, Fort-de-France, Pointe-à-Pitre, retour. C'est une garantie de fiabilité, etc. Je reviendrai donc ultérieurement sur les avantages de l'ouverture des écluses de Panama, qui ne sont pas les seuls avantages dans la Caraïbe, pouvant concerner, je dirais, la Martinique et aussi, bien sûr, la Guadeloupe. Voilà. Merci. Alors justement, je ne sais pas si finalement on peut voir le film de l'EGC ou pas du tout. D'accord. Je vais commencer par vous, et c'est pour ça que je vous donnais la parole en dernier, Monsieur Parot. Et par une actualité récente, puisqu'au mois d'avril, vous avez obtenu la concession du terminal à conteneurs de Kingston, en Jamaïque. Qu'est-ce que ça change pour le groupe? Qu'est-ce que ça change pour la zone? Et puis qu'est-ce que ça peut changer justement du coup pour la Martinique ou la Guadeloupe? Puisqu'on trouve pour les deux, voilà. Est-ce que ça change les choses positivement ou en complémentarité ou négativement? Vous délaissez c'est une chance pour la Martinique et la Guadeloupe que CMA-CGM ait pu avoir une concession de 35 ans en Jamaïque. Ce seront plus de 2 millions de conteneurs manutentionnés par an. Alors cela est lié principalement aux écluses de Panama. Aujourd'hui, Panama, les bateaux qui passent à Panama, c'est des bateaux de 4400 équivalents 20 pieds avec un tirant d'eau de 12 mètres. Demain, c'est-à-dire premier trimestre 2017, ce seront des navires de 12 500 équivalents 20 pieds avec un tirant d'eau de 15 mètres. Donc il est clair, comme vous le disiez tout à l'heure, on ne souhaite pas... Ils font sensiblement, pour traduire, 300 mètres contre jusqu'à 197 ou 200 voilà, actuellement. À peu près. L'objectif, qui est celui de CMA-CGM, est d'amener dans ces deux terminaux, je dirais, une volumétrie raisonnable. Alors je ne vous parlerai pas de 500 000 conteneurs par an en Martinique, 500 000 en Guadeloupe. Non. Je pense que le mot de hub régional, pas forcément de sous-hub, mais de hub régional, est le mot adéquat. La Martinique et la Guadeloupe, je dirais, même s'ils ne sont pas sur la ligne directe des flux Asie-Europe, parce que la grande majorité des volumes qui viendront d'Asie via Panama vont comme desservir la côte est des États-Unis. Aujourd'hui, 60% des volumes qui sont en côte est des États-Unis viennent par la côte ouest par rail. Demain, ça va permettre de rééquilibrer un petit peu. Ces navires escaleront donc dans des ports en eau profonde et le marché va quand même multiplier par 3. Des bateaux de 4400 sur des bateaux de 12 500, la volumétrie va être plus grande. Je disais que ce n'était pas le seul vecteur qui pouvait intéresser la Martinique et la Guadeloupe. Il y a tous les vecteurs en sortie d'Europe qui viennent actuellement dans la Caraïbe. La Caraïbe et la Martinique en particulier, qui pourraient accueillir des bateaux plus grands, est sur la ligne, sur la route. Il y a aussi les volumes qui descendent en Amérique latine,
Avec un avantage pour la Martinique, c'est qu'aujourd'hui, un des ports de transbordement pour l'Amérique latine, c'est Port of Spain. Port of Spain est un port qui est hyper congestionné. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on pense que l'on peut amener une volumétrie non négligeable sur la Martinique et la Guadeloupe. Ceci étant dit, qu'on ait le tirant d'eau, qu'on ait les terre-pleins pour stocker et qu'on ait la volumétrie en plus, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, un armateur, il recherche des qualités de travail, des prix compétitifs, etc. Il faut, dans ces ports, martiniquais et guadeloupéens, arriver à avoir une certaine paix sociale qui puisse pérenniser. L'objectif, c'est pas de venir une fois, d'avoir un problème et de ne plus revenir. L'objectif, c'est sur du long terme. C'est notre objectif, du long terme. Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, le coût de transbordement dans un port comme Kingston, c'est 65-70 $. On peut traiter en marginal, je dirais, sur des bases à peu près identiques en Martinique et en Guadeloupe. La Guadeloupe et la Martinique, aujourd'hui, c'est 60 000 équivalents 20 pieds en transbordement, pour un marché Europe-Antilles de 108 000. Juste à titre d'indication, sachez que la CMA transporte par semaine en sortie d'Asie sur l'Europe 100 000 équivalents 20 pieds, soit le marché annuel des Antilles françaises. Avantage aussi de la Martinique, c'est un port, c'est une île qui a de l'export, en particulier la banane. Donc les conteneurs ne repartent pas vides. Exactement. Donc pour en revenir au deuxième point, qu'il y ait les bateaux, qu'il y ait les terminaux, qu'il y ait le tirant d'eau, c'est très bien. Il faut qu'il y ait une volonté de tout le monde pour travailler dans des conditions optimales. Aujourd'hui, les chiffres sont de 7 heures. Je vous annonce qu'en Guadeloupe, les dockers ont accepté des chiffres de 4 heures. Que les dockers en Guadeloupe sont en train de négocier un travail de nuit. Il est clair que si l'on veut avoir une volumétrie très grande en transbordement dans nos départements d'outre-mer, nous serons obligés d'avoir du travail de nuit, des shifts plus courts, etc., pour être compétitifs. Et une paix sociale. C'est, je pense, un des points les plus importants. La volonté de CMA, elle est là. La volonté des industriels, elle est là. Mais il faut que l'ensemble de la chaîne, si un maillon de la chaîne ne tient pas, c'est toute la chaîne qui se cassera la figure. Alors pour que les ports de Martinique et de Guadeloupe, on va parler particulièrement du grand port maritime de la Martinique, puissent suivre ces évolutions, il y a deux problématiques que vous avez évoquées, la problématique des infrastructures, la problématique sociale. On va commencer par la problématique des infrastructures. Monsieur Villageois, comment se positionne le GPMLM dans cette compétition, parce qu'on veut parler de compétition, et pouvez-vous évoquer notamment les travaux d'extension de la Pointe des Grives ? Oui, tout à fait. Donc c'est une vraie compétition et les ports sont forcés de s'adapter. Nous sommes forcés de nous adapter en fait aux évolutions du trafic maritime et ce sont les compagnies maritimes qui donnent le là. Pour rechercher des économies d'échelle, donc les armateurs augmentent la taille de leurs navires et donc les ports doivent s'adapter. Le port a été construit il y a une quinzaine d'années et ne répond plus aujourd'hui aux besoins de nos armateurs. Et ne répondent pas en tout cas aux projections qu'ils ont. Donc le port de la Martinique doit s'adapter comme en gros tous les ports du monde. Et les points sur lesquels nous avons décidé donc d'évoluer, d'étendre le terminal, c'est assez simple. Comme disait Monsieur Lise, nous sommes très bien servis au niveau qualité nautique. La Martinique jouit de qualités nautiques qui sont exceptionnelles. On a une fosse en fait devant Fort-de-France qui fait que c'est un port où il n'y a pas besoin de draguer, il y a de grandes profondeurs d'eau. Mais nous avons besoin d'augmenter la taille des terre-pleins. Aujourd'hui, le port est totalement congestionné. Il a été construit pour traiter 170 000 EVP an et cette année on en a traité 175 000. Voilà. Donc on est au-delà des capacités du port et donc on doit absolument l'étendre. Et si on ne le fait pas, les boîtes iront être stockées ailleurs. Donc aujourd'hui on a atteint les limites. C'est très très rare d'atteindre les limites d'un port. En général on construit un port pour 30 ans et quand on arrive à la moitié de la capacité, on en rajoute encore une couche. Vous voyez, c'est comme ça. Nous, on les a atteints et on les a dépassés cette année. Et c'est pour ça qu'on a décidé de traiter ce qu'on appelle le premier volet du programme d'extension de la Pointe des Grives, donc le volet 1, qui consiste à augmenter les surfaces de terre-plein de l'ordre de 3 hectares. Donc c'est un marché donc, qui a été notifié la semaine dernière. Et les travaux vont démarrer très vite. Donc en fait, les premières réunions de chantier, c'est demain après-midi.
les travaux vont commencer en fait dans les carrières de Saint-Pierre très très vite, de façon à pouvoir accumuler suffisamment de matériaux pour que les travaux puissent se dérouler. Entre cette année, on a une première tranche qui doit être livrée décembre 2015 et une deuxième fin 2016. Donc normalement, les 3 hectares complémentaires seront mis en exploitation fin 2016. Ça, c'est la première tranche. Ce sont des travaux de l'ordre de 15 millions d'euros. La deuxième tranche de travaux consiste à allonger les quais. On parlait tout à l'heure donc d'augmentation de taille des navires. Effectivement, les bateaux qui touchent la Martinique, ils font 2400 EVP à peu près. Et il est fort probable que dans un avenir assez proche, vous augmentiez, entre autres, et nos autres clients augmentent la taille des navires, ce qui fait qu'on est obligé d'allonger les quais. Aujourd'hui, la Martinique, c'est 450 mètres de quai, donc c'est pas assez. La taille normale, c'est 600 mètres de quai, donc il manque en gros 130 à 150 mètres de quai. C'est le deuxième volet d'extension que nous allons engager un peu plus tard, donc il est programmé à peu près 6 à 10 mois après le premier. Voilà, donc voilà les 2 volets d'extension sur lesquels nous sommes engagés. Juste pour appuyer sur la question des résultats, contrairement à ce qui pouvait se dire, le port de la Martinique fonctionne très bien, puisque vos résultats de 2014, en tout cas, affichent de fortes augmentations. Je vois plus de 30%, je crois plus de 30% pour le vrac pétrolier, plus 10% pour le vrac solide, plus 24% pour les marchandises en conteneurs. Et puis le transbordement sur lequel on va s'arrêter un petit peu pour bien expliquer ce que ça représente, c'est plus 36% en 2013. Le transbordement, c'est pas un rêve, c'est une réalité. C'est 15 à 20% de l'activité de votre terminal aujourd'hui. Pouvez-vous déjà bien expliquer le système du transbordement, c'est-à-dire le passage d'un navire à un autre, de la marchandise d'un navire à un autre? D'accord, donc effectivement, le port s'est rapidement adapté. C'est-à-dire qu'avant même que les travaux soient effectués, on s'est placé commercialement sur les secteurs sur lesquels nous travaillons. Et effectivement, il y a eu un fort développement, que ce soit sur les vracs liquides, les containers, mais aussi la croisière. Donc on est vraiment dans une dynamique de croissance très forte. Le transbordement pesait très peu à Fort-de-France, c'était quelques pourcents. Comme dans beaucoup de ports d'ailleurs, à La Réunion par exemple, c'est 2% du trafic, donc c'est très très peu. On en parle beaucoup, mais c'est pas grand-chose. En 2 ans, on a triplé, donc on est passé de 7-8 000 boîtes transbordées. L'an dernier, on en a fait 36 000, ce qui fait que aujourd'hui, au-delà du chiffre, du succès sur le transbordement, c'est que ça représente quelque chose de lourd dans notre activité. En fait, on pourrait plus s'en passer. Le modèle économique a évolué. Et on traite des boîtes import-export, très bien, mais on traite beaucoup de boîtes en transbordement. Et ça modifie la façon de travailler, la façon dont on stocke les boîtes, la façon dont le travail est organisé. Et je voyais que vous parliez de shift de 4 heures ou de 8 heures. Le transbordement impose une fiabilité exceptionnelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de laisser traîner des boîtes. Quand vous faites de l'import-export, à la limite, la boîte elle arrive un peu plus tard. Vous n'êtes pas content en tant qu'industriel, mais bon, vous l'aurez. Ça va se traiter. Quand c'est du transbordement, vous pouvez pas vous permettre de laisser traîner la boîte, parce que le bateau qui vient après, des fois c'est 10 jours après. Donc ça devient très très compliqué à gérer. Ça demande une fiabilité extrême. La deuxième chose que ça demande, c'est une façon de travailler, c'est une flexibilité. C'est-à-dire que vous pouvez prendre des bateaux. Quand vous faites de l'import-export, c'est très simple. Le bateau arrive le mercredi, il a 1000 boîtes, il a tant d'heures pour décharger, il repart le vendredi, on attend la banane, le dernier conteneur de banane est chargé, le bateau s'en va. Tout va bien. C'est comme ça que ça tourne depuis 20 ans. Le bateau de transbordement, il est prévu d'arriver le vendredi pour faire 500 boîtes. Puis finalement, il y a un peu de retard, il va arriver le samedi. Et puis c'est pas 500 boîtes, c'est 600 boîtes. Donc ça veut dire que vous étiez organisé avec des gens, des équipes pour fonctionner. Et au dernier moment, on vous dit, il y a 50 boîtes de plus à faire. Donc là, il faut pouvoir dire oui. Il faut pouvoir dire oui au juste prix. Donc avoir la flexibilité, c'est-à-dire quasiment travailler à l'heure. Est-ce que vous l'avez ? Non. Vous ne l'avez pas ? Aujourd'hui, on ne l'a pas.
Et c'est un peu ça le fond du dossier, c'est que il faut la volonté d'y aller. Nous l'avons tous, je crois qu'on en a assez parlé. On a un environnement qui est très favorable, puisque dans la Caraïbe, ça se développe, hein, c'est un très fort vecteur de développement. Nos clients, jusqu'à maintenant, nous font à peu près confiance. Les investissements sont engagés, mais maintenant, il va falloir les traiter. C'est-à-dire avoir l'organisation du travail, avoir cet appétit, hein, cette niaque, hein, d'aller prendre les marchés, de traiter les bateaux. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est là qu'il y a le plus de travail. Ce n'est pas une utopie, finalement, le positionnement du grand port maritime de la Martinique c'est possible. Oui, c'est possible. Ça a été mûrement réfléchi. Le port a été créé en 2013, mais la volonté d'aller sur le transbordement, ça date de 2007. Ça a été pensé avec les acteurs, avec la chambre de commerce, avec l'État, avec les industriels locaux, donc et les lignes maritimes. Donc c'est pas du tout un positionnement opportuniste ou mal pensé. Non, c'est fondamental. C'est fondamental et c'est essentiel. En dépit de ce qui peut se dire ou ce qu'on peut entendre, comme des interviews de responsables de port de Panama d'ailleurs en plus, donc qui pensent que vous êtes le petit pousset et que vous vous attaquez à Goliath en fait. Vous voyez de quelle interview je parle? Ah oui, j'aime bien ça. Nos concurrences, en fait, on a un certain nombre de concurrents, mais c'est une marque à la limite, c'est bien quand nos concurrents nous craignent, c'est qu'il y a quelque chose à craindre. Oui, mais effectivement, il y a cette question qui a été posée. Bon, j'ai vu ce reportage. On se demande, mais bon Dieu, qu'est-ce que les Guadeloupéens et les Martiniquais, pourquoi ils veulent faire du transbordement? Ils sont chers, ils travaillent pas bien, de temps en temps. Et puis voilà. Mais donc pourquoi ils font ça? Et puis ils vont pas y arriver. Mais le message en fait subliminal, c'est ils vont pas nous aider à y arriver. Ça c'est très clair. On est en compétition, donc ces gens-là sont bien installés. Certains sont mieux placés que nous en termes de positionnement géographique, hein, sur des lignes qui sont importantes. Et malgré ça, ils ont peur de nous. Donc ça c'est très bien. Quelle vision vous ressentez, puisque vous avez une vision très caribéenne par votre cluster, quelle vision l'extérieur porte justement sur les infrastructures de Martinique et sur notre potentiel? Écoutez, de toute façon, on sait que le port de Guadeloupe et le port de Martinique, d'ailleurs, sont des infrastructures fiables, que nous avons les moyens d'améliorer ces infrastructures, et que nous avons également la stabilité politique. Maintenant, des grèves, bien sûr qu'il y en a ici, bien sûr qu'il y a des améliorations, mais je rappelle quand même qu'au Panama, on a eu en 2013 plusieurs semaines de grève également. Donc, ils savent très bien que nous sommes capables d'être dans le jeu et d'être de la compétition. Pour revenir à la vision du cluster GATT Caraïbes, bien sûr qu'il faut du transbordement, et c'est d'ailleurs une activité qu'on retrouve dans tous les ports développés. Au sein du cluster, nous portons notre action davantage sur le développement du groupage, c'est-à-dire les petites quantités, les petits volumes qu'on retrouve dans la Caraïbe, dans les petites îles, et qu'on n'arrive pas aujourd'hui de manière régulière, de manière fluide, de manière modélisée, à échanger entre les différents États. Donc, nous avons une vision nous voulons faire du transbordement, certes, mais nous voulons surtout développer des activités de transformation, que ce soit des transformations de produits semi-finis, mécaniques, ou des transformations chimiques, agroalimentaires. Nous sommes capables d'apporter cette activité supplémentaire qui est créatrice de richesse, c'est important, et d'emplois, évidemment, et nous sommes donc capables, à partir de plateformes logistiques proches des zones portuaires mais aéroportuaires également, parce que je rappelle que le cluster GATT Caraïbes est multimodal, nous avons cette volonté-là, mais nous avons ce devoir de développer cette vision et de rendre réelle cette vision de transformation de matières semi-finies et d'optimisation de la logistique
en Martinique, mais également entre la Martinique et les différents pays caribéens. Parce que le transbordement implique évidemment, après de la redistribution et du dispatchage de ce qui pourrait arriver en Martinique, dans les îles voisines, comme Sainte-Lucie ou comme la Dominique, qui n'ont pas la possibilité d'accueillir d'aussi grands navires. Donc, tous ces services qui pourraient être support finalement, support, voilà, en français aussi, au transbordement, ce sont des idées où il y a des projets vraiment palpables, réels, d'aménagement, des infrastructures, parce qu'il n'y a pas non plus terre-plein, tout ce qui est en termes de terre, en fait, ce n'est pas extensible à volonté. Donc, est-ce qu'il y a de vrais projets d'aménagement du territoire permettant d'accompagner cette évolution du grand port, justement? Alors, il manque un aménageur du territoire, mais je vais quand même parler de ce que je sais, et je pense que Monsieur Villageois aussi peut en parler. Certes, nous sommes une île, et vous savez que c'est la grosse problématique, c'est le foncier, et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit excellent en termes de logistique, quand on ne peut pas bénéficier de tout l'espace dont on aurait besoin. Donc, l'idée, c'est de construire au plus près, au plus proche du port et de l'aéroport ces plateformes logistiques, d'utiliser également les moyens modernes qui existent, et notamment ces constructions modulaires quand c'est possible, qui nous permettent aussi d'optimiser les activités logistiques, mais de manière optimisée, en utilisant le moins d'espace possible. Voilà. Par contre, je pense que Jean-Rémy peut. Oui, je vais monopoliser le micro encore un peu, mais effectivement, je parlais des volets d'extension du programme, enfin les volets du programme d'extension de la Pointe des Griffes. Volet 1, des terre-pleins, volet 2, allongement de quai. Mais le plus important pour nous, c'est le volet 3. Et le 3 n'est pas après le 2 et le 1, il a déjà démarré. C'est de reconquérir notre arrière-port. C'est extrêmement important. Parce que faire du transbo pour du transbo, à la limite, ça fait travailler 10 dockers et puis quelques portiqueurs, mais c'est pas ça l'enjeu. Ça rend service aux lignes maritimes, c'est très bien, mais pour l'île, c'est pas ça l'enjeu. Il faut que le port puisse développer ces espaces en arrière-port pour les mettre à disposition d'entrepreneurs qui, eux, vont prendre des marchés, comme Madame Casanova en parlait, pour y mettre de la valeur ajoutée. Et c'est ça. Mais pour ça, il faut que le port se positionne. Donc, nous travaillons là-dessus, qui est de reconquérir cet arrière-port. Il y a des surfaces, elles sont à disposition, il faut les développer. Et le modèle portuaire, c'est bien celui-là, c'est bien de disposer de foncier. Le port est un aménageur, donc il dispose de foncier et il le met à disposition d'industriels sur de longues durées, de 20, 25, 30 ans, à des prix très compétitifs pour que ces industriels investissent et investissent dans des équipements. Nous investissons dans les infras, ils investissent dans les équipements et l'emploi est développé. Voilà, c'est ça le modèle le modèle portuaire. C'est ce qui est fait avec beaucoup de succès à Marseille, à Nantes, au Havre. Et c'est vraiment l'aspect fondamental. D'accord, merci. Monsieur Liniz, justement, en plus, Monsieur Lise, pardon, vous êtes une seule personne avec qui est un autre pilote. Comme dans votre double posture, justement, cluster maritime et pilote, en quoi ces mutations peuvent changer votre métier? Bon, vous savez que le pilote est par essence prêt à s'adapter. Donc, en plus de l'adaptation naturelle du pilote, nous, pilotes de Martinique, nous faisons partie d'un supra-syndicat qui regroupe une quinzaine de stations, quasiment toutes les stations d'outre-mer, à l'exception de La Réunion, Nantes, La Rochelle, etc., dans ce qu'on appelle un simulateur de navigation, de manœuvre, pas de navigation, de manœuvre, qui est basé à Nantes. Et je ne sais pas pour ceux et celles d'entre vous qui ont vu il y a peut-être une semaine ou deux un reportage sur Martinique Première sur les pilotes de Tahiti qui faisaient de la simulation pour des paquebots entrant dans leur port. Donc nous avons déjà numérisé une partie du port de Fort-de-France. Les autres sites de la Martinique sont numérisés aussi. Donc l'extension à venir du port sera numérisée aussi.
Et on pourra effectivement, nous, les pilotes, s'entraîner pour mieux appréhender les difficultés des navires qui vont arriver avec des tailles beaucoup plus importantes. Si vous me permettez de continuer, puisque j'ai le micro, ça c'est la partie, j'allais dire, nautique, mais je reviens avec ma casquette de cluster maritime. Il faut savoir que le cluster maritime Guadeloupe, par le biais de l'UMEP, qui est membre fondateur du cluster maritime Guadeloupe, l'UMEP, c'est l'Union maritime et portuaire de Pointe-à-Pitre, a initié l'idée de pouvoir travailler sur un meilleur fonctionnement du MUA, du marché unique antillais qui existe déjà. Donc nous faisons des ateliers de travail et sur lesquels l'idée c'est quoi? C'est que effectivement, M. Jean-Rémy Villageois le disait, la Martinique c'est 400 000 habitants, la Guadeloupe c'est 400 000. Je crois qu'il faut qu'on puisse proposer une offre commune. Au départ, il y a eu une espèce de rivalité entre les deux projets d'agrandissement des places portuaires. Je crois que là, il fallait que chacun puisse avoir l'agrandissement désiré, de telle façon à ce que nous, Martiniquais, Guadeloupéens, puissions proposer une offre globale. Et l'idée, c'est quoi? C'est que on va y travailler la semaine prochaine, on y travaille déjà sous forme d'atelier. C'est qu'il y ait déjà une traçabilité entre les marchandises et échanges entre la Martinique et la Guadeloupe qui n'existe pas à l'heure actuelle, parce qu'effectivement, c'est pas un transit douanier. Et puis l'idée de mettre en place un guichet unique. Donc voilà les deux premières bases de réflexion sur lesquelles nous travaillons pour que effectivement cette compétition que nous aurons à avoir avec nos voisins caribéens devienne une coopération, mais une compétition, une coopération, vous voyez, un terme à trouver de telle façon à ce que la Martinique et la Guadeloupe puissent proposer une offre globale si il y a une incapacité d'un port en autre à recevoir un bateau, que ce bateau-là puisse aller dans une des places portuaires avec les mêmes coûts. On n'y est pas, mais on y est encore loin, mais je crois que le projet stratégique du port et puis même l'idée du gouvernement de faire un développement, j'allais dire, harmonieux des ports, des DFA en particulier, je crois qu'on a un atout important à jouer. Et ça pourrait être une piste de réponse aux problématiques sociales qui inquiètent en fait cette mutualisation des deux ports, puisqu'en fait on a deux possibilités au lieu d'une et ils sont pas très loin. Et c'est un peu la logique en fait dans ce sens. Je crois que les deux ports fonctionnent. Il y a y compris des réunions qui ont eu lieu, comme récemment entre M. Lurel et M. Letchimy, portant sur cette synergie d'action et de politique entre les deux infrastructures et les deux politiques portuaires. Avant d'entrer plus loin, parce que je suis sûre qu'il y aura des questions dessus, comme on parlait de la question de l'emploi, il y a un secteur justement qui, lui, peut être vraiment un secteur en expansion, le secteur du chantier naval. Le bassin de Radoub, je crois que c'est le deuxième plus grand bassin de la Caraïbe, après les Bahamas. Quelles sont les évolutions possibles en fait dans cette perspective? Et comment se positionne l'offre martiniquaise dans votre domaine particulièrement? Est-ce un atout? Comme je le disais au début, déjà le fait d'avoir les infrastructures, c'est vraiment le plus gros atout qu'on ait. Mais au-delà de ça, nous aussi, il faut qu'on soit compétitif. Dans le bassin caribéen, il y a des docks flottants qui sont arrivés. Il y a d'autres formes qui sont déjà là, avec des coûts de main-d'œuvre qui sont bien inférieurs aux nôtres. Hein. Je crois qu'on a les mêmes problématiques, je dirais, quand on parle du transbordement ou des conteneurs, du coût. Là, on a aussi cette même problématique, mais comme disait Jean-Rémy Villageois, il faut qu'on propose à nos clients des choses que les autres savent pas faire. Qu'on soit fiable, qu'on soit dans la qualité, et puis comme j'évoquais dans le France-Antilles, je pense qu'on a vraiment un atout à jouer sur tout ce qui est forte valeur ajoutée et des métiers que les autres font pas, la mécanique, la motorisation. Je pense que c'est là-dessus, il faut qu'on ait des jeunes qui fassent des études. Je pense qu'il faut pas qu'on se cantonne au métier de base qui est la chaudronnerie ou le carénage classique.
Là vraiment, je pense qu'il faut qu'on aille vers des métiers de savoir-faire avec de l'instrumentation, des investissements, comme disait Jérémy Villageois. On a la chance de pouvoir, grâce à l'Europe, grâce à la France, pouvoir faire des investissements. Et il faut qu'on valorise ces investissements. Vous avez des difficultés à trouver des compétences dans vos cœurs de métier? Oui, c'est pas évident. J'ai envie de dire, on a des métiers qui malheureusement sur la Martinique ne sont pas représentés. On n'a pas de cursus, donc c'est là-dessus qu'on travaille. On a pu, avec la CACEM, commencer à insuffler une dynamique, et je pense que cette dynamique va commencer à avoir le jour, parce que on parle de plus en plus de nous, et le fait qu'on parle de nous, de nos métiers, de ce qu'on peut apporter, ça va peut-être faire réagir nos politiques pour qu'on puisse avoir des filières adaptées à nos métiers. Comme je disais aussi, je pense qu'il faut que nos jeunes aient pas peur d'aller en métropole. Il faut qu'on les accompagne pour qu'ils aillent acquérir un savoir-faire, pour qu'ils reviennent chez nous, je dirais, formés et prêts à réussir des challenges. Monsieur Lise. Je voulais effectivement rebondir sur ce sujet-là, parce qu'effectivement, lors de mon dernier passage à Paris, ayant participé au groupe Synergie, cluster maritime français sur l'outre-mer, le reproche, entre guillemets, nous a été fait par le patron de la Socatra, en disant que la possibilité de passage en carénage des bateaux aux Antilles se raréfie. Alors bien sûr, j'ai réagi en disant qu'existait le bassin de radeau. Bien sûr, Monsieur Bozzoni, pour ne pas le nommer, en connaissait l'existence. Mais simplement, il y a effectivement l'éco-socio. Donc l'éco-socio, c'est un élément important. Et partant de cette idée-là, nous nous sommes réunis la semaine dernière, ou il y a une quinzaine de jours, sur le principe de vouloir créer au sein du cluster un groupe Synergie réparation navale, de façon à proposer une offre globale. Parce qu'effectivement, vous savez, il faut qu'on vive dans notre milieu caribéen et notre niveau de vie sociale, et on ne va pas le tirer vers le bas. Donc il faut être réaliste. Il faut qu'on propose, comme disait M. Larcher, une quantité de services global, de telle façon à ce que ces bateaux-là puissent vouloir venir caréner chez nous. Je vous rappelle, moi, quand je naviguais, j'ai les bateaux les petits pétroliers qui naviguent dans la zone 110, 120 mètres, faisaient leur carénage à Fort-de-France. À l'heure actuelle, ils vont le faire à Trinidad. Et ils sont venus dernièrement à Fort-de-France uniquement déposer une turbo, parce que sur Trinidad, il n'y avait pas les moyens de pouvoir réparer la turbo. Donc ils sont venus sur Fort-de-France déposer la turbo, ils sont partis à Trinidad faire le carénage pour une quinzaine de jours, ils reviendront dans 15 jours pour faire la deuxième turbo. Donc c'est pour vous montrer que si effectivement on arrive à proposer une offre globale, je crois qu'il y a des éléments importants pour faire revenir et faire mieux travailler le bassin de radeau. Merci beaucoup Sandra. Casanova. Merci. Ce que je voulais dire simplement, c'est qu'il faudrait que désormais la Martinique existe aux yeux de tous, c'est-à-dire aux yeux du monde, mais aux yeux déjà de la France, et en particulier dans nos secteurs d'activité. Parce que pour avoir participé à un certain nombre de rencontres nationales, j'ai été à chaque fois désagréablement surprise du fait qu'on n'avait pas évoqué ce positionnement géographique qui faisait de la Guadeloupe et de la Martinique des opportunités pour la France dans le bassin caribéen et pour l'Europe, avec cette ouverture de la 3e écluse du canal de Panama. Donc c'est peut-être à nous aussi de faire du lobbying, quelquefois d'être vraiment lobbyiste quand on va dans ces rencontres nationales, voire européennes,
pour dire que la Martinique a un potentiel, que certaines activités sont développées et peut-être, qui sait, faire une sorte de fiche de ce qu'on sait faire, de ce qu'on fait déjà et ce qu'on est capable de faire à court, à moyen et à long terme. Y compris des ports français. On sait qu'il y a des ports français qui ont une méconnaissance en fait de ce que le grand port de la Martinique est capable de traiter. Donc effectivement, il y a un travail de lobbying. Qui pourrait faire ce travail justement de lobbying ? La FEDOM, tout simplement. Et la FEDOM a tous les moyens, connaît parfaitement tous les départements et territoires d'outre-mer, et tout à fait à même au niveau politique et à tout niveau de faire connaître cela. La FEDOM est très généraliste, il faut qu'on alimente. Oui, mais vous avez, par le biais de la FEDOM, un moyen de communication qui est énorme. Très bien. Je ne sais pas si vous voulez... On va peut-être prendre une première salle de questions. Il y a en plus des chefs d'entreprise peut-être dans la salle qui peuvent réagir, puisque on parlait de la FEDOM notamment. Mademoiselle. Merci. Je suis désolée d'aborder ce sujet un peu délicat qui a été un peu traité légèrement, je trouve, aujourd'hui. Mais on a dit donc aujourd'hui pendant cette session qu'il fallait qu'on fasse la différence, qu'on soit compétitif au sein de la Caraïbe en proposant des services de qualité, parce que les infrastructures, on les a déjà. Mais quand même, les problèmes de la grève, il me semble pas que... Enfin, les grèves annuelles qu'on peut presque noter dans notre calendrier chaque année, c'est quand même pas un détail. Enfin, il me semble que non. Est-ce que, à l'occasion de l'ouverture des nouvelles écluses, qui vont donc gonfler le flux des bateaux arrivant dans notre port, est-ce qu'il y a des dispositions qui ont été prises pour... je ne sais pas, je n'ai pas de solution, mais pour se préparer à l'éventualité de petits problèmes. Juste avant je ne sais pas si vous allez répondre, je vous en prie, répondez. Non, je vais répondre partiellement à votre demande. Il est clair que si nous n'arrivons pas à avoir une paix sociale sur les terminaux, il n'y aura pas de transbordement dans les ports antillais. Il faut être clair. Quel est l'armateur qui va prendre le risque de dévier les bateaux dans un port, aussi bien la Martinique que la Guadeloupe, qui sont des ports qui travaillent très bien. Il faut savoir qu'en termes de mouvement, ces ports n'ont rien à envier aux ports métropolitains. Faut le dire. On peut avoir des cadences exceptionnelles. On avait, je vais prendre un exemple très précis, l'intégralité des volumes de Saint-Martin et de Saint-Barth était totalement transbordée en Guadeloupe. Aujourd'hui, plus rien ne transborde en Guadeloupe. Les Saint-Martinois ne veulent plus avoir un conteneur qui transborde par la Guadeloupe. Aujourd'hui, on a mis des bateaux plus petits qui font Europe, Saint-Martin direct, et qui ensuite partent sur Port-au-Spain et la Guyane. Car vous savez, la Guyane a un problème de tirant d'eau, de marée, etc. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la clé, elle est aussi là. La volonté de tout le monde, les quais, les portiques, les tirants d'eau, les problèmes techniques, j'ai aucun souci. Un autre point, tu parlais de flexibilité. Il ne faut pas oublier que si on ne travaille pas de nuit, on sera très vite dépassé en termes d'opération de journée. On sera limité. Le travail de nuit sera impératif. Ce qui peut permettre d'augmenter la volumétrie de transbordement de façon très significative. Voilà ce que je pouvais vous dire. Mais il n'y a rien de certain aujourd'hui. On y travaille, tout le monde y travaille, les politiques, etc. Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que c'est réglé. Même si le contexte, indépendamment de la dimension humaine qui est extrêmement importante, le grand port maritime de la Martinique a quand même été nommé a reçu le trophée du meilleur port à conteneurs de la Caraïbe pour l'année 2013 devant 11 concurrents. Donc, ce qui prouve quand même, lors de la conférence annuelle de la Caribbean Shipping Association, donc c'est quand même devant 11 concurrents, ce qui prouve quand même ce que vous disiez à l'instant. Les infrastructures sont là, la performance est là, la technicité est là, les métiers sont là, mais effectivement, il y a un problème social qu'on connaît tous et qu'on ne va pas cacher et qu'on ne pourra certainement pas résoudre malheureusement en 1 heure. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ? Bonsoir à tous. Je voudrais juste avoir une précision concernant pour le bassin Radoub. Vous avez dit que vous avez besoin que les jeunes
aller en France pour faire des études. Je voudrais avoir une précision sur qu'est-ce que vous avez besoin précisément. Actuellement, comme je disais, les secteurs sur lesquels il faut qu'on devienne performant sont les secteurs de la mécanique générale et en plus la motorisation. Donc c'est vrai que c'est un savoir-faire, je dirais, qui s'acquiert tout d'abord via des entreprises qui pratiquent, qui ont déjà la capacité de le faire, mais aussi au niveau, je dirais, des centres de formation. Nous, on a déjà pu voir que pour les métiers de la chaudronnerie ou de la mécanique liés au naval, il y a des filières qui se montent du côté de Brest, bien sûr, parce qu'ils ont des gros chantiers, ils ont des gros bassins de radoub dans ces régions-là. Donc eux-mêmes, ayant, je dirais, la problématique que les jeunes à l'école ne soient pas formés à ces métiers-là, ils ont eu la capacité de monter leur école chantier. Donc c'est avec des acteurs comme ça qu'on peut, en se rapprochant d'acteurs comme ça, qu'on va pouvoir envoyer nos jeunes. C'est dans ce sens-là. Vous êtes dans le milieu à quel D'accord. Richard Rosemin, j'ai 3 questions à poser. Monsieur Villageois, 2 questions. Il y a quelques mois, on avait discuté des procédures qui permettraient à quelqu'un qui vient de l'extérieur, comme on l'a dit tout à l'heure, d'aller dans un des 2 ports français d'outre-mer, c'est-à-dire les mêmes procédures d'approche. Et ensuite, au niveau des terre-pleins que l'on pourrait récupérer, c'était prévu aussi que l'on puisse se mettre à l'abri de l'octroi de mer pour diminuer le coût de revient du matériel que l'on réexporterait. Parce que le système de l'octroi de mer impute le prix de revient et donc augmente encore le coût des matériels. Ça, c'était une chose. Ensuite, pour le port, quand vous faites de la simulation, est-ce que vous avez la bathymétrie de la baie de Fort-de-France? Parce que pour faire de la véritable simulation, il vous faut le 3D, c'est-à-dire savoir à quelle profondeur vous êtes et pas seulement à l'extérieur des côtes. Et le dernier point, c'était pour la CMA-CGM. J'ai cru comprendre que depuis la grande grève de 2004 en Guadeloupe, il y avait des méthodes qui avaient été prises et on n'entend plus parler de grève sur le port et les dockers passent, chaque fois qu'il y a des visites du port à l'extérieur, à Nouvelle-Orléans, à Cuba, ils signent les accords de partenariat, ça veut dire qu'ils se sentent responsables. Est-ce que c'est pas transposable en Martinique? Je souhaite que ce soit transposable en Martinique. La dernière Guadeloupe, je dirais, il y a eu un phénomène qui était le suivant. Un certain nombre de dockers a décidé de travailler sous protection des forces de l'ordre contre la majorité de dockers qui menaçaient très simplement les dockers travaillants. Ça a eu un effet de choc. Cette fronde qui était menée a donc été cassée, purement et simplement. C'est une des premières fois où les gardes mobiles ont envahi le terminal pour laisser travailler 12 dockers. C'est un cas unique. C'est vrai que depuis, aujourd'hui, on a peu de mouvements de grève, je dirais, en Guadeloupe. Les mouvements de grève il y en a, mais ils laissent passer les frigos, ils laissent sortir la banane, etc. Il y a des avancées significatives. Mais je n'espère pas que, si tout le monde s'y met, on n'ait pas la même signification d'avancée avec la Martinique. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Pourquoi est-ce que ça marcherait correctement bien en Guadeloupe et pas en Martinique? Là, il y a quelque chose que je ne m'explique pas. Donc, il faut passer par le dialogue, c'est clair, par plein de choses. Maintenant, qui dit dialogue ne dit pas dire amène à tout. C'est clair. Je ne parle pas des salaires, ça n'a aucun rapport, mais quand il y en a au moins pour l'argent. Aujourd'hui, je peux vous dire, un docker en Guadeloupe est utilisé à 76%, il ne l'est qu'à 50% en Martinique. Ce ne sont que des constats, je ne porte pas jugement. Mais il n'y a pas de raison, au contraire, moi je le souhaite. Là, CMA-CGM le souhaite. On n'est pas plus pro-guadeloupéen que pro-martiniquais, que pro-guyanais. Nous sommes en France. Oui, monsieur avait posé une question, excusez-moi, concernant la bathymétrie. Oui, effectivement, la simulation que
qui est pratiquée, c'est une simulation 3D. Donc à ce niveau-là, n'ayez crainte, effectivement, c'est un élément important. Pour tout vous dire, nos collègues de la Polynésie ont exigé une couleur de l'eau beaucoup plus claire que la nôtre, parce que justement, le fait de pouvoir voir des récifs de loin, ce sont des repères, parce que le territoire est tellement vaste, on ne peut pas mettre des bouées partout. Donc c'est pour vous dire que la simulation est poussée un peu au point. Je profite du micro. Effectivement, l'idée pour le cluster maritime de mettre en place le groupe préparation navale, c'est que justement de mettre autour d'une table les gens qui a priori n'ont rien à y faire. Alors, il se trouve que moi j'ai aussi la casquette de diriger l'école maritime de Trinité. Et l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir éventuellement, s'il y a des formations spécifiques, d'abord on a la capacité en lieu géographique pour pouvoir recevoir des formations, quitte à faire venir des intervenants extérieurs, en plus d'éventuellement de faire partir des stagiaires. Pour ça, on trouve des aides suffisamment. Donc l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir de mettre en place une fiche et d'avancer pour pouvoir proposer une offre globale. Voilà. Oui, bonsoir. Mon questionnement ressemble un peu à ce que j'ai entendu au départ, puisque on parle d'insertion et de formation. Alors, il est vrai que l'infrastructure du bassin de Guadeloupe permet d'accueillir, bien sûr, des bateaux d'une certaine taille, de réaliser des prestations, mais en matière de formation, ne pourrait-on pas, par exemple, utiliser ce qui s'appelle des contrats de professionnalisation, mettre en place ce qui s'appelle la fonction tutorale, accompagné d'un tuteur? Ça éviterait que ces jeunes aillent là-bas, et je crois que c'est un moyen d'accompagner, de former d'une manière efficace. Et à ce moment-là, l'équipe en place pourrait faire venir un ou deux employés et vous répondriez effectivement aux besoins de vos clients. Pour répondre à ça, en fait, comme on l'a dit, on est dans une société de mutation et je crois que c'est vrai que l'aspect tutoral est un aspect qui est très intéressant. Malheureusement, je pense que cette démarche-là, elle aurait dû être faite il y a bien longtemps, parce que maintenant le constat il est que si je fais le bilan sur une équipe de 40 personnes, on doit avoir une dizaine d'anciens. Donc il en reste vraiment très peu. Donc je pense qu'il y a eu un moment un loupé dans ce tutoriel. Mais aussi les méthodes de travail changent. Et je pense que c'est bien qu'on accompagne les jeunes, mais il faut qu'on leur inculque aussi des nouvelles méthodes. Et ceux qu'on a actuellement, ils savent très bien travailler, mais je pense qu'il faut qu'on soit plus performant, il faut qu'on ait des nouvelles techniques. Voilà, c'est vraiment ces aspects-là qu'il faut qu'on traite. Et pour revenir vraiment sur la compétitivité, comme on disait, le bateau qu'on a actuellement là, qui a fait la une, le Royal Clipper, le constat de l'armateur était surtout de dire, je comprends pas comment ça se fait qu'à 14h ou 15h, il n'y ait plus personne sur mon navire. Et ça répond un peu à la problématique de dire qu'il faut qu'on travaille de nuit. Moi, quand j'ai commencé, on m'a toujours dit qu'il fallait saturer, parce que je viens du BTP à l'origine, il fallait saturer l'outil. Il fallait mettre le nombre de personnes ou d'hommes pour saturer l'outil, parce que l'outil coûtait cher. Je pense que là, la même chose, l'outil, il coûte cher, on peut le rentabiliser si on fait des journées plus longues. Donc c'est vrai que nous aussi, il faudrait qu'on puisse travailler de nuit, en poste. C'est vraiment des choses qu'il faut qu'on rétablisse si on veut être compétitif. Si. Bonjour à tous. J'ai une question relativement simple. En termes d'études, niveau d'études, est-ce que vous avez chiffré ces besoins-là? Vous avez besoin de combien de personnes et à quel niveau d'études? Est-ce que c'est, par exemple, à partir de la seconde qu'il y a des choses très professionnelles ou bien terminales? Est-ce que c'est un bac plus 2, plus 5, plus... voilà. Non, en fait, la finalité de ma question, c'est
Dans combien de temps vous pourriez avoir des gens opérationnels? Je pense que ce qu'il faut savoir, je pense avant tout, c'est qu'il faut qu'on apprenne à nos jeunes qu'il y a des métiers manuels qui sont devenus maintenant des métiers plus techniques. Pendant longtemps, c'est vrai qu'on a un peu délaissé la filière de professionnalisation pour envoyer nos jeunes faire des hautes études. Je pense que maintenant, on se rend bien compte qu'on a aussi besoin de techniciens. Les niveaux d'études, c'est, je pense, sur des jeunes qui vont jusqu'au lycée et ensuite entament des cycles de professionnalisation parce qu'il faut qu'ils apprennent le métier. Mais encore faut-il qu'on ait des jeunes qui veulent aller vers ces filières qui sont, entre guillemets, un petit peu moins nobles. Oui, sur le port, on a quelques besoins. On a embauché un certain nombre d'ingénieurs. Donc, c'est des gens qui sont formés et qui travaillaient déjà. Et on a eu des gens qui venaient de loin, mais on a aussi eu des jeunes Martiniquais qui étaient partis et qui ont profité de ça pour revenir. Donc ça, on a pu, comme ça, on va dire, équiper le port, renforcer le port avec des compétences nouvelles qui nous permettent d'appréhender nos missions nouvelles d'aménageurs, de développement et mener ces projets, puisque on va quand même investir à peu près 100 millions d'euros sur les 5 ans qui viennent, donc il faut des gens pour diriger ça. Donc on est en train de faire le plein à ce niveau-là. Donc ça, c'est du bac++. On a un fort besoin de BTS, donc on a une pyramide des âges qui est pas très favorable. Et au niveau des métiers techniques du port, donc on a des gens qui vont partir dans les 5-6 ans. Et c'est un enjeu stratégique pour nous. Donc on essaie de s'y prendre à temps. C'est pas comme la réparation navale, ils ont laissé partir tous les anciens. Nous, ils sont encore chez nous. Et donc, on a lancé un programme. Donc, il y a beaucoup de choses qui évoluent dans le port, où il y a des gens qui s'en vont. L'an dernier, il y en a 4 qui sont partis, 5 même. Et ce qui fait qu'il y a des gens qui changent de fonction. Donc, pour le moment, on reste entre nous. Donc, il y a des gens qui bougent, on fait un peu le jeu des chaises musicales. Mais on commence à recruter à l'extérieur. Et ça va aller en s'amplifiant. Donc, sur les 5 ans qui viennent, on va certainement devoir, on a 22 portiqueurs et il y a quasiment la moitié qui va être renouvelée. Hein, c'est à peu près ça. Donc on cherche effectivement des portiqueurs, des gens habilités à travailler en hauteur, des gens qui sont attirés par les métiers portuaires. C'est très technique et ça va se développer. Voilà. Oui. Bonjour. Je ne sais pas si la structure veut que l'on soit obligé de poser de questions, mais ce que je voudrais, c'est faire une ou deux remarques, parce que s'il fallait poser des questions, on serait là encore dans 10 jours. J'en ai tellement posé sur le port. Enfin, la première chose que je dirais, dans ce qui est dit à propos de madame concernant les grèves, il n'y a pas de problème de grève à la Martinique, de mon point de vue, madame. Il y a un problème de gouvernance politique. C'est pas la même chose. Je me rappelle qu'il y a quelques années en France, il y avait un monsieur qui s'appelait Tarzan. Il a dit qu'il bloquait la France. Ça a été débloqué en 12 heures de temps. Il y a eu plus de grève de routiers, entre guillemets. Donc c'est un problème de gouvernance politique, mais pas de grève. La deuxième chose que je voulais dire, concernant la question qui a été posée, et si la Martinique, etc., saisissait pour l'ouverture des écluses de Panama? Je ne veux pas être provocateur. Je dirais simplement, et si pendant quelques mois, quelques semaines, la Martinique ne pensait pas aux écluses de Panama et de son ouverture, mais pensait un petit peu à elle-même pour savoir ce qui est plus ou moins acquis, ou qui peut être acquis très rapidement, ne pouvait pas être fait. Et c'est là que je dirais l'observation. Alors, je ne vais pas donner d'explication parce que ce serait peut-être trop long. Il y a du transbordement qui arrive en Martinique, qui représente une augmentation de l'évolution de l'activité. On parle de l'ouverture des écluses de Panama, mais on ne parle pas du tout comment faut-il faire pour déjà conserver ce qu'on a.
Et je pense que dans un deuxième temps, on pourrait voir pour ce qui concerne le Panama. Parce que les milliers de conteneurs qui vont arriver en Martinique au départ ne viendront pas de l'ouverture des écluses du Panama. Ils viendraient d'Europe et d'une bonne partie de la Caraïbe. Mais la partie qui viendrait des écluses de Panama, c'est encore un plus. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que le tourisme de croisière fait partie de l'économie maritime. C'est dommage que pour ce qui concerne le tourisme de croisière, on n'ait pas évoqué les possibilités de développement de l'emploi. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est simplement concernant le transbordement qui est évoqué. De mon point de vue, il ne s'agit pas de compétitivité. Il est vrai que c'est un problème. Il ne s'agit pas de fiabilité, puisqu'elle existe. Si la fiabilité n'existait pas, en 2013, il n'y aurait pas eu la Martinique comme port, des meilleurs ports de conteneurs. Il s'agit d'un problème de disponibilité. C'est le terme que j'emploie. De disponibilité, qui est la conséquence de la plus belle convention collective qui existe à travers le monde. Et c'est ça le problème. Et ce problème est tellement sensible que nous avons passé plus de 6 mois à la région pour essayer de discuter de ce problème. On n'a pas abouti. C'est un problème de disponibilité. Parce que si un bateau vient en Martinique, aujourd'hui là, quelle que soit l'heure, du jour ou de la nuit, les coûts sont élevés, mais il y a du monde pour le travailler, le bateau. Par contre, ce qui est dommageable, c'est que l'ensemble du secteur sera constitué de coûts trop élevés. Mais quand je parle de disponibilité, ça peut paraître paradoxal que je dise qu'il y a déjà pour travailler, mais ça découle d'une notion qui existe au sein de l'économie de manutention, qui est le problème de la tendance. Et ce problème, il faut l'évoquer. Parce que c'est un problème qui va énormément se poser dans le développement du transbordement et de toute autre forme d'activité portuaire. Il y a beaucoup de problèmes sur le port de Fort-de-France qui devront être évoqués. Et la dernière chose, pour ne pas monopoliser le micro, je vais faire un comparatif. Il y a une chose extraordinaire, de mon point de vue, qui est en train de se produire à la Martinique, qui est la conséquence d'une menace, le TCSP. Moi, je reste persuadé que les délais seront tenus, parce qu'il y a un volontarisme politique très fort. Il y a des engagements politiques très forts qui ont été pris. Et ça marche, ça fonctionne, on voit tous ici, nous voyons les gens travailler sur le TCSP. C'est ce volontarisme politique, et je ne cesse de le répéter, qui n'existe pas au niveau de développement de l'économie portuaire maritime. Merci. Merci beaucoup. Alors pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, Monsieur Chauvet, vous êtes donc manutentionnaire et ancien président du CESOP, le comité de suivi et observatoire du port. Merci pour cette intervention. Pour la croisière, effectivement, nous l'avons à peine évoqué, alors que la croisière, c'était une progression de plus 62% dans les résultats 2014, avec une augmentation de 9% de la croisière basée sur, avec la Martinique comme tête de ligne, en fait, soit 59 920 passagers. Peut-être que le CMT, alors M. Jalta ou M. Bajal, pourrait dire quelque chose, un mot sur la croisière comme vecteur de croissance et porteur d'emploi, justement. Écoutez, tout a été dit. Entre 2010 et la saison dernière, c'est 625% d'augmentation en termes de fréquentation. C'est 125% d'augmentation en escale. Et en perspective, c'est 360 000 croisiéristes, à peu près 60 000 sur les embarquants et débarquants qu'on appelle la croisière basée, et 300 000 en transit. Alors souvent, on pose la question de la recette. Qu'est-ce que ça rapporte? Et juste pour fixer les esprits, la dernière enquête FCCA, qui est le regroupement des compagnies croisières de la Caraïbe, donnait en 2006 $36 environ, coût moyen, par personne. Mais au-delà de ces personnes en transit, il y a une forte augmentation de tout ce qui est la croisière basée, avec tout ce qui est indirect, donc des avions qui viennent,
de l'avitaillement, même s'il est pour l'instant modéré, de l'embarquement, du traitement de bagages, et puis tous les sites qui sont visités. Ce matin, on avait Michel Fayad présent. L'impact sur les sites de loisirs, nos sites patrimoniaux, etc., est un vecteur très important. Et nous aurons en octobre prochain une étude actualisée qui nous donnera le coût moyen de la croisière, qu'il s'agisse des passagers, qu'il s'agisse des membres d'équipage, on n'en parle pas beaucoup, ou alors de la croisière basée, transit, personnel de bord, et puis l'impact sur la croisière basée en emploi direct, indirect, et en économie directe et indirecte. Très bien, nous referons une table ronde sur la croisière l'année prochaine, spécifique. Merci beaucoup. Monsieur Rapier. Je voulais rebondir. Je pense que le succès de la croisière témoigne justement quand il y a un désir politique d'investir et d'avancer. Et bien sûr, le CMT, Madame Wakami, en est pour beaucoup. Par contre, je voulais revenir sur un point où on parlait de compétitivité. Je suis ravi de voir cette notion de concurrence par rapport aux autres îles qui s'ouvrent pour le port de Fort-de-France. Nous sommes dans le yachting, dans les Caraïbes, qui est en permanence devant la concurrence, avec la réalité qu'un yacht, s'il ne plaît pas, tout ce qu'il a besoin de dire, c'est lever l'ancre qui s'en va. Et donc, viennent tout de suite des problèmes de fiscalité, des problèmes de coûts d'opération pour qu'on puisse rester compétitif dans un marché où tout le monde déroule le tapis rouge. Je voulais juste simplement, dans la recherche des solutions qui sont actuellement, pour nous, ainsi que nous concerne déjà à la commission de Bruxelles et au ministre Macron, nous avons découvert à travers Claude Gelbras l'existence de la zone franche d'activité, qui est une loi qui a été conçue pour les DOM, qui n'est absolument pas exploitée aujourd'hui. Et je sais qu'autour du maire du Marin, qui en parlera certainement, nous allons se pousser dans ce sens-là et d'inclure la réparation navale, par exemple, sur le port, ainsi que le yachting ou le nautisme d'une manière générale, pourrait nous permettre de commencer à faire face à la concurrence des îles et d'attirer ces navires, parce qu'on est tous convaincus des bienfaits sur le plan d'emploi et d'impact économique. Voilà. Douglas Rapier, donc vous êtes président de la Martinique Yachting Association. Monsieur Lise va répondre et ensuite nous prendrons l'intervention de Monsieur Laouchi. Oui, simplement pour dire que l'idée que vient de développer Monsieur Rapier a déjà été présentée par le cluster maritime au niveau de la DGOM à Paris, puisque nous avons mis en place un certain nombre de réunions et le dossier que Douglas nous a remis, il a été transmis. Entre autres, effectivement, pour faire venir les yachts chez nous, il faut effectivement qu'ils puissent venir travailler au bassin de Radou sur Fort-de-France, ou éventuellement, puisqu'il y a des travaux qui sont en cours au carénage du Marin avec une grue de 400 tonnes à venir, et que ces bateaux-là puissent pouvoir travailler chez nous, et que les pièces, par exemple, qui entrent chez nous, qui peuvent être uniquement remplacées, soient détaxées, et que les travaux qui seront effectués par nous sur ces bateaux-là seront détaxés. Mais vous savez, l'administration française, c'est pas pour la critiquer plus que ça, c'est assez compliqué à mettre en place. Et c'est une demande forte. Je crois que ce sera un appel d'air pour pouvoir concurrencer nos voisins. On l'a vu hier dans la table ronde consacrée au yachting hier après-midi, effectivement. Monsieur Laouchi. Merci. Je voudrais dire deux choses très brèves. D'abord, m'associer à l'appréciation qui a été faite à l'instant, comme quoi il y a moins un problème de grève qu'un problème de gouvernance politique à la Martinique. Et ça baigne l'ensemble des activités de développement économique. La deuxième interrogation, j'ai lu que les anciennes installations de Fos-sur-Mer s'étaient spécialisées dans les réparations des yachts de luxe. Notre bassin de Radou date du Second Empire. Est-ce que ce serait absurde d'envisager la construction à la Martinique d'un deuxième bassin de Radou? Je sais que l'extension n'est pas facilement envisageable compte tenu que
On n'a pas beaucoup fait de réserves foncières autour des actuelles installations. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de faire un investissement? J'ai été frappé du faible coût annoncé tout à l'heure pour les 3 hectares, 15 ou 16 millions, c'est pas beaucoup. Je ne sais pas combien coûterait un nouveau bassin de radeau, mais si on pouvait en faire un avec comme objectif les yachts de luxe, car il en passe quand même un certain nombre dans la région, peut-être c'est une idée qu'il faudrait mettre sur la table. Merci. Alors, qui répond au fait que le bassin de Radoub date de 1868. Oui, il est un petit peu vieux, mais il fonctionne très bien. Il a été étendu après, au milieu du XXe siècle, je crois. Ouais. L'idée, effectivement, de déployer les outils de réparation navale sur un secteur tel les grands yachts, nous l'avons. Ça fait partie, effectivement, du projet stratégique. On a discuté avec la société ENA, notamment. C'est un projet. Aujourd'hui, c'est un projet qui nécessite une mutation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les clients du bassin, d'abord la Marine nationale, et puis des clients des navires marchands. Donc en fait, sur les navires marchands, des questions assez simples, assez basiques. Pour aller sur des grands yachts, ça nécessite d'aller vers de la haute technologie et d'évoluer aussi bien au niveau des outils, des infras, que des méthodes de travail. Et ça se fait pas en 6 mois. C'est une vraie mutation. Donc ça se travaille et effectivement c'est d'actualité. La réflexion est en place, on a des idées, ces investissements qui sont assez lourds tout de même. Et votre idée en fait de dupliquer la structure, je pense que c'est la bonne, parce qu'il serait très difficile d'orienter sur les yachts sans que ça porte préjudice aux clients actuels. Donc voilà, ça passe certainement par l'emploi de docks flottants ou de travaux à flot et d'y aller très progressivement. Mais si on est extrêmement bon et que le marché est porteur, effectivement, ça peut justifier l'ouverture d'une darse pour traiter ces bateaux-là. Mais c'est bien plus cher que les 3 hectares de terre-plein. Hein. On est dans les 20-30 millions d'euros, quoi. C'est autre chose. Sandra Casanova voudrait intervenir et ensuite on passera la parole à Monsieur Désiré. Merci. Juste pour rebondir sur l'aspect fiscalité, il est évident qu'on n'aura pas de développement économique partenarial avec nos amis de la Caraïbe si nous ne sommes pas en mesure de leur proposer des conditions fiscales intéressantes. Nous ne serons pas non plus la porte de l'Europe si on ne permet pas à ces investisseurs de venir transformer un certain nombre de choses ici en leur permettant d'ouvrir le marché. Parce que ça marche dans les deux sens, qu'on veut gagner d'un côté, il faut aussi qu'on puisse leur permettre de gagner quelque chose de l'autre. Voilà, tout c'est une question d'équilibre. Donc ça c'est important. Alors ce que je voulais vous dire, c'est qu'au sein du cluster GATT Caraïbes, il a été très tôt évident pour nous qu'il fallait aller vers de l'expérimentation et nous sommes actuellement en train de travailler avec une agence qui existe au niveau national. Nous avons eu l'occasion de rencontrer les animateurs de cette structure au Parlement européen parce qu'il existe des expérimentations sur les relations transfrontalières, sur la problématique douanière et il nous appartient aussi d'alimenter nos travaux avec ce qui existe au niveau européen parce que nous sommes région ultrapériphérique d'Europe. Voilà. On parlait tout à l'heure de travail de lobbying et aussi un travail de réseau comme celui que mène le cluster. Merci. Monsieur le maire, vous vouliez intervenir ? Il est déjà allumé, je crois, non ? Bien, merci. Je profiterai de la question posée par Larouché sur la maintenance des méga-yachts pour mettre un petit peu le pied dans la discussion. En tout cas du point de vue du marin. Concernant la maintenance des méga-yachts, il y a un projet de construction d'un centre de carénage au marin qui va se terminer à la fin de l'année et qui pourra mettre les bateaux jusqu'à 400 tonnes
à terre, en carénage. Donc un complément d'ailleurs du bassin de carénage et qui positionnera la Martinique vraiment, je l'espère, dans la Caraïbe et dans les zones qui se spécialisent pour la maintenance des bateaux. Alors ça, c'est une très bonne chose. Bon, je ne vais pas poser de questions, mais je vais répondre à des questions. Je vais me substituer pour répondre à certaines questions. C'est une question, notamment Mme Casanova parle des problèmes de fiscalité. Alors, je vais mettre les pieds sur le plat carrément. En fait, la question est aujourd'hui de discuter, savoir, et si la Martinique devenait un spot mondial, et si la Martinique saisissait toutes les opportunités de l'ouverture des nouvelles écluses de Panama? On pourrait poser la question, la Martinique a-t-elle un avenir maritime? Parce que c'est ça la vraie question. Je crois que le canal de Panama nous sensibilise sur le fait que la Martinique et d'ailleurs la Guadeloupe peuvent avoir un avenir maritime. À mon sens, c'est d'ailleurs la seule direction dans laquelle il faut aller si on réfléchit pour les opportunités pour 10, 15, 20 ans. Ce ne sera certainement pas la banane, le tourisme, notre excellent rhum qui va nous permettre de faire face aux besoins de la société martiniquaise et notamment des jeunes. Et par conséquent, il faut trouver un secteur dans lequel nous avons une chance de pouvoir nous développer et trouver des solutions, disons, modernes, de façon à nous inscrire dans le monde moderne. Et évidemment, le canal de Panama, ce sera pour 2017, mais ce n'est pas seulement le canal de Panama. Le problème aujourd'hui, on est un peu en retard. Ça fait pas très longtemps qu'on en parle à la Martinique, alors qu'il s'agit quand même d'un événement exceptionnel dans l'espace Caraïbe. La zone de l'isthme américain est destinée à être une zone qui va être traversée par plusieurs canaux, 2 canaux à sec, canal Panama maintenant, le Nicaragua qu'on a commencé depuis quelque temps, mais qui va se faire, ce sont les Chinois qui sont derrière. Bon. Et en plus, 4 canaux à sec, c'est-à-dire des autoroutes ou des routes qui vont du côté Pacifique au côté Caraïbe pour transporter des marchandises. Et M. de Rinal disait à la télévision dernièrement, c'est un chiffre exact qui a été donné dans le monde diplomatique il y a quelque temps, c'est que le commerce maritime, qui est de l'ordre de 5% du commerce maritime mondial aujourd'hui, qui passe par le canal de Panama, eh bien, dans 20 ans, eh bien, c'est 35%, je parle devant un professionnel, peut-être qu'il va sourire, c'est 35%, dit-on, du commerce maritime qui va passer dans cette zone. Donc cette zone est amenée à connaître d'énormes changements. Et évidemment, nous ne sommes pas sur les grandes routes maritimes. Alors, je suis très satisfait de savoir que la CGM s'est installée à la Jamaïque, qui est un des ports d'éclatement important de la Caraïbe Nord. Bon, il sera concurrencé par le port de Mariel à Cuba, qui paraît-il, sera opérationnel dans 2 ans, 3 ans, je n'en sais rien, mais qui est déjà très avancé, avec 40 mètres de tirant d'eau, et puis, je crois, 400 hectares déjà d'aménagement. En tout cas, moi, j'ai de visu vu les travaux qui étaient sous le point de se terminer l'année dernière. Donc, il y a une grosse concurrence sur cette voie maritime qui va se réaliser. Mais toute la zone Caraïbe sera irriguée, puisque on nous a critiqué parce que nous n'étions pas assez peuplés. On va faire des voies maritimes vers des zones où il y a 400 000 habitants, etc. Bon. Alors donc, vers la Colombie et le Venezuela, il y a aussi une voie maritime qui va descendre probablement vers le sud. Mais d'une manière générale, c'est toute l'activité maritime de la Caraïbe qui sera impactée. Et si on sait être anticipé, évidemment choisir les créneaux auxquels nous pouvons accéder et de manière très, très pointue, je crois qu'il y a un avenir maritime pour la Martinique, qui d'ailleurs est un pays de tradition maritime. Je répète ça tout le temps parce que c'est assez étonnant qu'on dise que les Martiniquais ont peur de la mer.
Hein, je signale simplement que jusqu'en 1902, la Martinique est un des principaux spots maritimes de la Caraïbe, avec le port de Saint-Pierre, hein, qui jusqu'à présent, Saint-Pierre n'ira pas très loin tant que Saint-Pierre n'aura pas au moins un transport maritime Saint-Pierre-Fort-de-France. Je l'ai connu quand j'étais petit et Saint-Pierre avait commencé à bouger. Quoi. Donc c'est si vous voulez, la croissance maritime, la croissance bleue que cette réunion permet de poser aujourd'hui. Et pour répondre à des questions plus précises, par exemple, les grèves. En réalité, les grèves sont de plus en plus courantes quand on est dans un secteur économique qui ne fonctionne pas. Si on est dans un secteur qui fonctionne, où ça croît de manière significative, il y a de moins en moins de grèves. En général, la grève, psychologiquement, je ne suis pas un psychologue, c'est l'inquiétude de perdre son travail. Et je ne dirais pas ça. Ce n'est pas tout à fait exact à 100%, mais c'est parce que quand on est dans un pays où la progression économique n'est pas suffisante, c'est le cas de la Martinique depuis quelques années, eh bien il y a des grèves. Il y a beaucoup plus de grèves. Maintenant, si on veut résoudre ces problèmes concernant le port, moi j'ai toujours pensé que la communication sur l'importance du port, expliquer aux gens d'ici ce que c'est que le port, l'importance du port, parce qu'on demande aux politiques, moi je suis politique, donc je réponds pour les politiques, de faire des miracles. C'est l'importance du port, l'importance de la communication maritime, ou l'importance de donner à la Martinique un avenir maritime, c'est ça qui va permettre aux Martiniquais d'adhérer et d'être solidaires du développement du port. C'est à mon avis fondamental. Et c'est pour cela que je félicite M. Emmanuel de Rénal et Contact Entreprise d'avoir entrepris ces ateliers en marge du Salon nautique du Marin, en marge d'activités qui ne sont pas des activités qui ne sont pas intégrées encore dans l'économie martiniquaise, quoi. On ne considère pas encore ça comme de l'économie. Alors que, par exemple, le port de plaisance du Marin, qu'on a fait une autre, j'ai le comité du tourisme devant moi, mais c'est 25% des retombées touristiques aujourd'hui, la Martinique. On parle de la croisière, mais la plaisance rapporte au moins 20 à 30 fois plus que la croisière. Or, je donne deux chiffres. Premièrement, pour être une destination croisière, il faut avoir entre 3500 et 5000 anneaux. Pour le Martinique, il n'y en a que 2000. Donc, entre Marin et Trois-Îlets, 2000. Donc, il y a des perspectives de développement considérables. On n'a pas peur de la concurrence ici. Au contraire, je ne sais pas si j'avais... il y a M. Jean-Joseph là, mais parfois on est obligé d'envoyer des bateaux à Sainte-Lucie, à Rodébé en face. Et je sais qu'il y a des perspectives de développement en Martinique, mais nous pouvons aller jusqu'à 3500 pour être une destination. Alors si on imagine que on peut espérer dans les 5 ans qui viennent 5000 anneaux en Martinique, 5000 anneaux en Guadeloupe, ça fait que les Antilles sont une destination considérable nautisme dans la Caraïbe, en tout cas vis-à-vis de la clientèle européenne. Donc moi je crois que, en tout cas je finis, je ne vais pas reprendre la parole, sinon pour remercier tout le monde. Je crois que cette initiative de mettre en discussion, en face, acteurs économiques et monde de la mer est très importante. Et d'ailleurs, il y a des questions qui ont été posées pour savoir la formation. Mais la formation, nous avons eu des tentatives de faire de la formation ici. On a formé des skippers, et même il y a un lycée de la mer au Marin qui a toutes les difficultés de recruter, de faire venir des gens. Pourquoi? Parce qu'on n'y croit pas. Nous avons même un partenariat avec une école de formation de la mer, qui est le lycée Tabarly au Sable d'Olonne, avec lequel nous avons monté presque un partenariat, et nous ne trouvons pas non plus de jeunes pour y aller. Le lycée Tabarly, c'est vraiment un lycée polyvalent pour la formation maritime. Et par conséquent, la raison de cela, c'est que
on n'informe pas assez les jeunes Martiniquais sur les potentialités des métiers de la mer. Voilà, je voulais simplement, voilà, bon, pour terminer, vous dire toute ma satisfaction de voir qu'aujourd'hui, il y a quand même tout un panel de jeunes entrepreneurs maritimes qui sont là. C'est déjà pas mal. Et de la communication aussi. Le micro s'en va. Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour ce mot, qui va nous permettre de conclure, je pense, a priori, cet atelier, cette 8e table ronde des ateliers de la mer. Juste avant de clôturer, donc on clôture l'atelier, il faudra bien clôturer l'ensemble de la manifestation, au-delà de la table ronde. J'aimerais demander à 2 personnes de faire une petite intervention. Madame Masséno, de l'Espace Sud, juste une intervention un petit peu, même rapide, un petit peu transversale, parce que vous avez assisté à plusieurs ateliers, donc on aimerait avoir votre vision, en fait, de la manifestation qui vient de se dérouler, et puis votre apport dans vos... D'accord. Tout d'abord, effectivement, merci aux organisateurs, à la ville de Marin, monsieur le maire, qui nous accueille pour cette manifestation qui est fort réussie et ces échanges qui nous apportent grandement et qui viennent aujourd'hui confirmer que le maritime, c'est au moins un secteur qui prête à réflexion. C'est ainsi que, effectivement, la communauté d'agglomération de l'Espace Sud, donc représentée par son président, donc monsieur Génon Larcher, s'est inscrit dans cette dynamique, puisque aujourd'hui il s'agit d'offrir des pistes en matière de développement économique et de faire de ce secteur un levier endogène en matière de développement. Donc c'est pourquoi, avec les partenaires, avec notamment la ville du Marin, les autres collectivités, les institutionnels, nous nous engageons à soutenir cette filière, tant du point de vue des activités nautiques, puisque nous soutenons activement les associations, nous œuvrons pour permettre le rayonnement du nautisme au niveau de l'Espace Sud et d'en faire, on en a parlé aujourd'hui, une destination nautique, mais aussi au niveau du maritime, puisque aujourd'hui il est clair que le maritime apporte forcément un plus à la Martinique et effectivement présente des perspectives de développement. Donc, comment le maillage pourra ultérieurement se faire avec les entreprises, puisqu'aujourd'hui on parle de cluster maritime, il faudrait peut-être développer la question pour dire voilà quels sont les intérêts, comment ces acteurs pourront intervenir ultérieurement. On a parlé d'emploi, comment les entreprises pourront accueillir les jeunes, parce que c'est un sujet fondamental et une problématique importante, avec un taux de chômage qui est fortement important. On a des retours nous disant que les entreprises, quelque peu, boudent nos jeunes. Pourtant, nous avons des écoles, nous avons des centres de formation, nous avons l'école de formation maritime, nous avons le lycée de Trinité, nous avons des jeunes qui sont formés. Pourquoi ils ne trouvent pas justement un espace d'accueil suffisant au sein des entreprises? Ces entreprises ont une mission citoyenne également pour pouvoir investir par la suite sur cette partie, tout ce domaine qui est la ressource humaine, puisque il faut soutenir ces jeunes qui sont effectivement l'avenir de demain. Donc nous, au niveau de la communauté de l'Espace Sud, avec les autres partenaires, nous œuvrons par l'aménagement du territoire et le développement de projets à vocation économique, de permettre justement une redynamisation du territoire. Voilà. Un point extrêmement important d'ailleurs à souligner, puisque je rappelle que le thème des ateliers de la mer, c'était « Et si la mer créait des emplois en Martinique ?» Et nous espérons que la synthèse de ces ateliers donnera de manière presque en termes de prescription des idées concrètes et des actions concrètes à mener en ce sens. Merci beaucoup. Enfin, nous avons reçu des personnes d'ailleurs, en fait, qui sont venues par la mer. Hier, nous avons eu une délégation d'Antigua. Ils ont disparu avant même que j'ai pu
leur rendre un hommage, donc qui était de passage. Et là, j'aimerais donner la parole à Monsieur Jacques Roux de la direction de la mer et du nautisme de la ville de Saint-François. Merci beaucoup d'avoir suivi assidûment nos ateliers depuis hier. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, bonsoir. Donc effectivement, je viens de Saint-François en Guadeloupe et j'ai un attachement très particulier avec la ville du Marin. Ça fait 3 ans que je travaille dans cette commune et il y a des ressemblances vraiment profondes. Et moi, chaque fois que je suis venu ici, d'abord j'ai été très bien reçu, donc je remercie toutes les personnes qui ont œuvré pour cette excellente tenue des ateliers avec une qualité des intervenants vraiment très très bien, et puis une conduite des débats que vous avez vous-même tenue. Donc, effectivement, on est dans cette même problématique d'accueil, où on a à gérer des espaces portuaires. Donc moi-même, je m'occupe d'une marina, je crois que mes collègues du Marin, je les connais bien, aussi bien dans le réseau France Station Nautique. Et on a beaucoup à apprendre de vous, finalement, aux marins. La Martinique comporte beaucoup d'éléments, on a vraiment beaucoup à apprendre et vous avez quelques longueurs d'avance. Même si on a une jolie petite carte postale à Saint-François, on a une grosse problématique d'aménagement de territoire. Donc je ne suis pas qu'un gestionnaire d'espace, j'aménage le territoire en composant effectivement à la fois sur la gestion de la ressource et de le développement. Et il y a un programme Odyssea que le Marin conduit, où effectivement c'est de la terre à la mer ou de la mer à la terre. Et effectivement c'est cette force locale qui est très 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 importante et où il faut effectivement que tout le monde s'approprie ce littoral, mais pas que le littoral. Il faut que tout le monde comprenne qu'en fait chaque structure qu'on peut amener à développer, que chacun participe et comprenne bien la logique. Nous avons un aérodrome international, donc à Saint-François, à côté d'un golfe international. Donc ça peut paraître pompeux, mais pour autant, il y a eu une intervention hier de quelqu'un qui agissait justement sur les transports aériens où on n'est absolument pas identifié. Pour l'instant, la ressource économique de la commune de Saint-François, ou même Guadeloupe ou Martinique, c'est que le tourisme. Et on n'est pas identifié par rapport à des populations qui souhaitent et veulent vraiment venir, mais ils n'arrivent pas à s'y retrouver. L'aérodrome, c'est simple, c'est 27 hectares, on peut le délocaliser, on peut fournir énormément d'emplois avec une vraie ressource effectivement de professionnalisation en termes d'accueil. On a cette belle petite carte postale et pourtant ça ne fonctionne pas. Alors, dans les missions d'aménagement, on m'a demandé aussi de dire il faudrait penser aux paquebots de croisière. Je ne pense pas à Costa, mais plutôt des paquebots de croisière un peu luxe, style Ponant ou Club Med 2. Et je n'ai pas la capacité aujourd'hui, et notamment au travers des services de l'État, je crois que monsieur va pouvoir me répondre, monsieur Mornay. En fait, je vais déposer un dossier en disant que ce n'était pas un ouvrage à vocation économique ou maritime. En fait, j'ai déposé ce dossier pour la protection du patrimoine. Nous avons des cimetières amérindiens qui sont en train de partir en érosion avec un recul du trait de côte. Et le dossier, je ne peux le présenter en tant que gestionnaire simplement si j'assure la défense du patrimoine. Monsieur Mornay, vous serez prêt à me répondre? On est bien d'accord. Donc, c'est très compliqué. Alors, je sais que les services de l'État, c'est des gens que je travaille... Enfin, ça fait 15 ans que je fais ce métier. J'ai beaucoup été en métropole et ça fait presque 4 ans que je suis ici. J'ai été super bien reçu. C'est une énorme culture et on n'arrive même pas à la défendre. Et la lenteur des services de l'État est un obstacle. Mais pourtant, sans eux, on ne ferait rien. Donc je vous remercie, monsieur Mornay, mais pour autant, c'est très dur à faire. Voilà, c'est très dur à faire. Et en plus, souvent, on travaille avec beaucoup d'acteurs économiques. Moi, je forme des jeunes, j'en ai 4 ou 5 par mois. Donc dans la formation, effectivement, c'est très important de les porter. Et justement, de les amener vers tous ces territoires, qu'ils soient mer ou terre. C'est l'appropriation de leur culture. On a du mal à le faire, mais pour autant, ça marche. Mais c'est à l'arrache. Voilà. Alors moi, je tiens à vous dire, et pour finir, moi je connais très bien le Marin. Donc nous, la Guadeloupe, on n'est absolument pas arrivé en terrain conquis, mais il y a une chose, c'est qu'on a toujours été conquis par votre pays. Merci. Merci à vous pour cette intervention.
Bonjour. Nous allons nous intéresser aux nouvelles opportunités de l'ouverture des nouvelles écluses du canal de Panama en Martinique. Actuellement, 90% du commerce mondial de marchandises s'effectue par voie maritime. C'est dire l'importance des espaces maritimes dans une économie mondialisée. Les ports de commerce sont donc aujourd'hui considérés comme des poumons de l'économie qui, tout au long de leur histoire, ont su adapter leur logistique à la croissance des échanges et à celle de la démographie. Au fil des années, des modifications ont été réalisées dans le paysage mondial afin de pouvoir répondre à la demande. Le Panama a ainsi construit le canal du Panama qui a révolutionné le transport maritime. La montée en puissance des pays asiatiques explique en grande partie la demande croissante de passage dans ce canal, le rendant saturé. Selon les estimations de l'ACP, le volume de marchandises traversant le passage augmentera en moyenne de 3% par an jusqu'en 2025. Les autorités estiment qu'il faut saisir cette occasion et répondre aux besoins du marché en augmentant la capacité du canal. Grâce à ce projet, le canal doublera sa capacité de transit actuelle pour atteindre 600 millions de tonnes par an. Le coût total de cette entreprise est estimé à 5,25 milliards de dollars américains. Des flux plus importants de conteneurs viendront irriguer le golfe du Mexique et la mer des Caraïbes à la recherche de plateformes de transbordement. Ainsi, depuis plusieurs années, les ports des Antilles françaises ambitionnent de développer les activités de transbordement et de redistribution des marchandises en pariant sur la croissance des échanges régionaux et sur la saturation des principaux hubs de la Caraïbe. Le port de Fort-de-France est une plateforme polyvalente aux installations performantes. La Martinique doit être prête pour ce défi historique et prendre part à cette nouvelle industrie. Par sa position géographique méridionale, le site de Fort-de-France a vocation à drainer une part importante du trafic de transbordement tourné vers la Caraïbe du Sud et l'Amérique latine. Cela consiste à accueillir des over-Panamax et de transférer une partie de leur cargaison sur des navires plus petits qui sont destinés aux ports d'Amérique et ou de la Caraïbe. Pour cela, il faudra dans une première phase une extension de l'actuel terminal de conteneurs. Dans une seconde phase, une augmentation des capacités qui permettront aux nouveaux navires d'accoster. À l'est, il y aura une extension des terre-pleins pour augmenter le nombre des slots réservés aux opérations de transbordement. Le quai sera alors allongé et une nouvelle grue mobile sera installée. Au nord, une extension des terre-pleins pour les navires plus importants et l'achat d'un 4e portique. La Martinique a tout intérêt à saisir l'opportunité de l'ouverture des nouvelles écluses du canal du Panama, car cela représente une chance d'ouverture à l'international dans le contexte de la mondialisation. En effet, le port de Fort-de-France a une position stratégique dans l'arc antillais. Situé au cœur de la région Caraïbe, il est ouvert sur le monde.